Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Bienvenue dans ce dernier numéro de l'émission Les grandes contradictions pour le compte de l'année 2024. Dans cette émission, nous vous proposons une série de sujets, comme d'habitude, sujets d'actualité qui ont marqué la fin de l'année, de la polémique autour des accusations du Niger à l'actualité sociale avec les habitants de Cotonou, sans oublier les débats politiques et syndicaux en cours. Les grandes contradictions s'efforcent de vous offrir des perspectives diversifiées. Voilà. Restez avec nous pour un tour d'horizon des événements qui font et défont l'actualité. On se retrouve juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission, Les grandes contradictions. Mascaswa Diamossi, bonsoir. Bonsoir, Jamzine Madalo. Achiroso, bonsoir. Bonsoir, Jamzine Madalo. Le dernier numéro de notre émission pour le compte de cette année. Tout à fait. Achiroso? Oui, comme vous le dites, nous allons rendre grâce à Dieu pour nous avoir gardé sains et saufs jusqu'à cette date où nous connaissons le dernier numéro de l'année. Nous allons prier que nous rentrons dans la nouvelle année avec toutes les grâces nécessaires pour continuer l'œuvre que nous nous sommes donnés librement. Une promesse pour la nouvelle année. Vous serez toujours avec nous, hein? Pas d'absence pour le compte de 2025. Hein? Des absences répétées. Ah non, pas vous. Oui, Mas Gaspard Diamossi. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous, même que... Bon, non, pas d'absence non justifiée. On rend grâce à Dieu, là. Oui, tout à fait. On va rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie d'abord. Et ensuite, pour les perspectives à venir pour la nouvelle année. On n'a pas, bien entendu, vu encore la nouvelle année. On souhaite, bien entendu, voir la nouvelle année, voir d'autres. Et pour l'émission, bien entendu, que nous soyons toujours en bonne santé et pour être présents ici. Mas Gaspard Diamossi, le premier sujet, la rue Opine de Fawzia Sefou, c'est un ancien sujet qu'on ramène ce matin pour marquer la fin de l'année, pourquoi pas en ce qui concerne notre émission. Quand vous voyez une femme, qu'est-ce qui vous attire en premier et vous donne envie de l'aborder? Mas Gaspard Diamossi. Oui, bon, vous savez, on a abordé le sujet à un moment et pour ceux qui nous ont suivis la dernière fois, qu'ils sachent que c'est difficile pour un même sujet dans des contextes différents ou dans un laps de temps différent de dire exactement la même chose. Mais ce qui est sûr, ce que nous allons dire restera conforme à ce que nous sommes, à ce que nous pensons. Et c'est pour dire que c'est vrai, nous avons déjà débattu de ce sujet-là. Et moi, personnellement, puisque la question est personnelle, ce qui m'attire, moi, à première vue, chez une femme, je suppose que c'est d'abord physique, parce que vous avez dit à première vue, ça suppose que je n'ai pas échangé avec elle, ça suppose que je ne connais pas ses habitudes, ses comportements, son éducation et autres. Ce qui, moi, à mon sens, attire d'abord chez une femme. Pourquoi vous tournez en rond depuis là? Vous faites du surplace depuis? Il faut le dire d'abord et vous commentez par la suite. Laissez-moi laissez-moi accoucher avant de connaître le sexe de l'enfant.
L'échographie existe au désordre. Et donc, je dis, moi, à première vue, quand je vois une femme, ce qui me plaît chez elle, ce n'est pas forcément une partie de son corps. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas les fesses, ce n'est pas... C'est l'ensemble. Parce que vous savez, Dieu est parfois un artisan, et il sait mettre tout en forme. Donc, c'est l'harmonie de tout le corps avec le visage. Tout ce que Dieu a accompli là, c'est ça qui me plaît d'abord chez une femme. Parce qu'il faut que les oreilles, les yeux, le nez, que tout soit dans une certaine harmonie et que ça soit joli à voir. Je crois qu'à première vue, c'est ce qui m'a m'attiré. Vous me laissez aboutir, vous riez. À première vue, c'est ce qui attire d'abord chez une femme. Donc rien ne vous attire en réalité? Non, au contraire, tout m'attire. Une fois que c'est modelé de on dit à première vue, à première vue. Oui, c'est ce que je vous dis. À première vue, il faut que ça soit, que ça m'attire. Non, quel temps pour apprécier tout? Non, c'est un laps de temps. C'est comme ce que les gens appellent coup de foudre. Quand vous trouvez une femme qu'elle vous plaît, ce n'est pas... C'est en l'espace de quelques instants, c'est en l'espace de quelques minutes. Le reste, ça vient après. Ça, comment je dis, ce laps de temps-là, ça peut être juste instantané où elle vous plaît et après, avec les échanges, vous pouvez être dégoûté. Mais ce que nous disons, c'est à première vue, ce qui peut plaire, c'est d'abord ça. Ok, d'accord. Ça peut être aussi un organe exagéré ou façon... Vous mettez quoi dans un organe exagéré? Ah bon, il y a certains qui aiment les oreilles. Quand les oreilles sont d'une certaine façon, il y a d'autres qui aiment d'autres choses. Vous pouvez trouver que... Moi, j'aime le nez, par exemple. Un nez pointu. Quand le nez est pointu, ça m'attire. Pointu, pas large. Non, non. Pas là, c'est un autre problème. L'âge, là, vraiment, ça risque de... Achille, vous, qu'est-ce qui vous attire? Bon, c'est vrai que nous avons... De façon sincère. De façon sincère. Je vous connais. Qu'est-ce qui vous attire? Non, mais il faut dire que c'est un peu difficile de répondre tel que vous posez la question. Mais en fait, ce qui attire d'abord... Ce qui vous attire d'abord? Ce qui attire d'abord lorsqu'on voit une femme, comme vous l'avez déjà dit, c'est souvent un aspect, ce n'est pas l'ensemble, comme l'a dit Gaspard. Ça ne peut pas encore être l'ensemble. Il y en a qui sont attirés par les fesses, n'est-ce pas? Bon, moi, la première des choses, c'est la taille et le teint. La taille et le teint, la troisième. Non, ça, quand elle est naturelle et surtout d'un teint noir, ça passe vite. Et l'autre chose, c'est le sourire. Mais je vous vois souvent avec une dame claire. Hein. Pourquoi vous parlez de teint noir sur le plateau? Bon, en tout cas, je vous ai dit que c'est ce qui m'attire ça. C'est la question que vous avez posée, non? Oui. Bon, c'est ce qui vous attire. Contentez-vous de ma réponse. Et à part ça? Bon, non, je crois avoir cité trois choses. Hein. Et à part ça, quand nous allons quitter l'aspect physique pour entamer l'aspect moral, c'est le respect. Hein, le respect dans toutes ces dimensions, dans toutes ces coutures, quoi. Et donc, la façon de parler, la façon de répondre aux grandes personnes, la façon de se comporter dans l'ensemble, c'est ce qui s'ajoute. Bon, maintenant, tout ça là, c'est relatif, n'est-ce pas? Oui, le goût est relatif, vraiment. Hein? Oui, le goût est relatif. Oui. Mais parler d'ensemble, je pense que c'est une question de... On fuit ses responsabilités. Non, c'est une fuite en avant. Pourquoi voulez-vous que je... On ne peut pas... C'est impossible en tout cas, moi, d'apprécier. Moi, je peux vous dire, parce que je le connais. Oui, allez-y, je le connais. Il faut l'aider. Non, il ne peut pas m'aider. D'abord, moi, il aime deux choses. Il aime la grande taille. Oui, c'est ça. Ou la grande rondeur. En voyant la taille, on sait déjà que... Ça, il ne peut pas se dédouaner. Je vais vous expliquer. Il aime la taille. Il aime la taille, il aime aussi la grande rondeur. Bon. Ah oui. Sur ces deux aspects, il ne peut pas se dédouaner. Paix à l'âme de Tobias. Hein. Si Tobias était en vie, il aurait pu nous donner beaucoup de détails par rapport. Apparemment, vous me connaissez mieux que moi. Donc, vous confirmez? Non, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, si dans ce que j'ai dit, vous avez des spécificités, vous pouvez, tel que vous le faites, vous pouvez les... Je ne nierai pas que face à une fille mince, j'aimerais plutôt les rondeurs. Mais la taille, le teint, tout ça, là, pour moi, c'est relatif. Tel que je l'ai dit, c'est d'abord l'ensemble quand tu la vois, telle qu'elle est présentée. C'est vrai que je préfère peut-être les rondeurs aux minces. Ça, c'est tout.
mais ça fait partie aussi de l'ensemble. Quand je dis l'ensemble, c'est que moi, ce n'est pas forcément un seul critère qui peut m'attirer chez une femme. Il y a beaucoup de choses à la fois. Ça peut être comment son visage a été réalisé, comment le nez, les yeux, la bouche, tout ça là est en harmonie, comment le corps est en harmonie. Et ça, quand vous dites rondeur, tout ça là, ça fait partie d'une certaine harmonie. Pour moi, ça peut être oui, une désharmonie. Gaspard Diamossi, voilà, oui. Quand on prend tout ça là, oui. Donnez juste un exemple. Bon, si vous voulez, rondeur, vous avez déjà dit ça vous-même. Donc, je vous concède ça. Non, ça dépend. Quel genre de rondeur? Non, c'est pas rondeur exagérée quand même. C'est pas rondeur. Vous me voyez mince, vous voulez que je sois écrasé. Merci beaucoup. Je reste toujours avec Bass Gaspard Diamossi. On parle politique à présent. Gaspard Diamossi, le Niger accuse à nouveau le Bénin. Oui, bien sûr. Le Niger, vous me faites tellement rire. Le Niger accuse le Bénin. Non, le Niger accuse le Bénin, le Nigeria et la France. Oui, mais voilà. Non, parce que le général Tiani a été encore cette fois-ci tellement précis sur ces accusations qu'on se demande véritablement où se trouve la vérité. Mais pour l'instant, c'est lui qui a parlé, n'est-ce pas? Nous attendons que nos autorités également viennent rétablir la réalité. Mais moi, j'ai un peu comme l'impression, je me tromper, qu'il y a une certaine mégalomanie au niveau de ces gens de l'AES et surtout du président du Niger qui cherche coûte que coûte des boucs émissaires. C'est vrai qu'il a donné des précisions, mais des précisions où je me pose des questions de sa position. C'est vrai qu'il a aussi des renseignements, qu'il est aussi outillé. Mais donner ce type de précision avec autant de détails, moi je me dis, mais est-ce que quelque part on n'est pas en train de le tromper? Parce que c'est des gens qui voient un peu le mal partout. Vous prenez le pouvoir par les armes et vous n'avez plus la paix du cœur. Vous avez peur qu'on vous l'arrache tel que vous l'avez pris. Et par rapport à ça, il faut se trouver des soutiens au niveau de la population. Il faut préparer psychologiquement. Donc on invente, à mon avis, hein, je peux me tromper, on invente un certain nombre de situations pour semer la psychose au niveau des populations. Aujourd'hui, ce dont les peuples ont besoin, c'est qu'on ouvre les frontières et que les gens circulent librement. Mais s'il a peur de perdre son pouvoir parce qu'il estime qu'on peut l'atteindre, je crois que ces événements sont déjà du passé. Hein. Le fait qu'on l'ait menacé quand il a pris le pouvoir, je crois qu'il est déjà assez installé. Et donc, ça là, c'est du passé. Il n'a qu'à permettre à sa population de souffler un peu. Maintenant, il y a des accusations contre le Bénin. Nous n'avons pas les outils, n'est-ce pas, pour vérifier. Parce que les zones dont il parle, je ne suis pas sûr que ces zones-là soient des zones d'accès libre pour les reporters ou les journalistes d'investigation que nous sommes. Il est évident aujourd'hui qu'il est de la responsabilité des gouvernants béninois de faire en sorte de démentir, n'est-ce pas, et de prouver à la face du monde que ces accusations ne sont pas exactes. Pour cela, il faut bien évidemment, s'il le faut, inviter la presse internationale, la presse locale, la presse du Niger et autres, là, pour que les gens aillent véritablement sur ce théâtre d'opération, dans cette zone-là, pour essayer de dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais moi, j'estime qu'il y a un peu de mégalomanie dans ce Achille Ocho, Tiani exagère. Pour le moment, on ne va pas dire qu'il exagère. Pour le moment, il a donné des informations que le Bénin doit venir confirmer ou infirmer. Et je crois que pour l'avoir dit de cette façon, avec toutes les précisions et les détails que nous avons eus donc de sa part, il est important que le Bénin donne sa version des faits. Mais lorsque je prends le président de la République au mot, lorsque je rappelle ses propos devant les députés, il y a quelques jours, je crois qu'il a, le président Patrice Talon, je crois qu'il a regretté l'échec du Bénin dans cette lutte contre le terrorisme. Et par rapport à ça, je crois qu'il a annoncé que le Bénin, il a même regretté qu'il n'y ait pas une lutte de tous les pays, une synergie d'action contre donc, ce fléau-là. Et lorsque je mets l'un dans l'autre, je me demande comment un président de la République qui a affirmé ou orbi devant qu'on appelle l'opinion nationale et internationale, qui a reconnu son échec face donc dans un tel projet, dans une telle initiative, arrive maintenant à financer ceux qu'il veut combattre. Parce que de la déclaration du président nigérien, on apprend que le Bénin aurait acheté des drones
hein, pour appuyer les terroristes. Et je n'arrive pas à comprendre. Sans drone de fabrication chinoise. De fabrication, c'est là que la déclaration devient, à mon avis, très grave. Et le Bénin a donc ce devoir donc, de clarification et ce qui nous permet de nous situer. Mais moi, j'ai comme l'impression, je ne voudrais pas dire comme Gaspard qu'il y a de la mégalomanie, mais j'ai comme l'impression que lorsque nous voyons comment les Nigériens agissent, c'est à croire qu'ils ont un objectif à atteindre et presque ils l'ont atteint. C'est-à-dire que dans cette crise, dans le chargement du pétrole nigérien au port de Cotonou à Sémé, où le Bénin à un moment donné a été obligé donc de fléchir et que le Niger a réussi donc à satisfaire son partenaire chinois. J'ai comme l'impression que l'objectif étant atteint de ce côté, bon, sinon le Niger, pour avoir peut-être atteint, pour avoir satisfait le partenaire, revient maintenant à la charge, donc pour visser encore l'atmosphère avec le Bénin. J'ai comme l'impression que c'est de cette façon-là que les Nigériens sont en train donc d'agir dans cette crise-là qui oppose les pays. Mais l'autre chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le Nigeria soit associé cette fois-ci donc à l'accusation que le Nigeria, qu'on avait donc annoncé du côté presque ou d'une manière ou d'une autre du côté du Niger, que le Niger donc accuse le Nigeria d'être aussi de mèche avec les pays qui ne le favorisent pas la tâche. Je ne comprends plus rien. Et ça devient donc de la salade russe. Je voudrais souhaiter que s'il y a une instance internationale devant laquelle tous ces pays-là peuvent apporter donc cette affaire-là, qu'il amène donc l'affaire devant l'instance et que nous soyons vraiment situés. Parce que ça sème de la confusion partout et on ne comprend plus rien. Merci. Gaspard, vous voulez ajouter quelque chose ou ça peut aller? Oui, ce que je voudrais ajouter, et c'est qu'il faut comprendre. C'est un sujet délicat et très sensible. Tout à fait, délicat et sensible. Mais n'occultons pas le fait que dans cette situation entre l'AES, la CEDEAO, le Bénin et autres, il y a quand même un intérêt géostratégique qui est en train de se jouer, géopolitique qui est en train de se jouer entre ces pays-là et d'autres, et qu'il y a des intérêts en jeu. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que il ne faut pas dire les Nigériens, ce n'est pas les Nigériens, c'est les putschistes qui sont au pouvoir au Niger qui sont en train de créer cette situation-là. Et ce que moi j'estime, il y a eu quand même des discussions entre-temps, il y a des médiateurs, des anciens présidents du Bénin qui sont allés, il y a eu des échanges, et je crois qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été arrêtées. Donc il y a comme un cadre d'échange entre les deux pays. Moi, j'aurais aimé que le président du Niger, au lieu de s'épancher dans la presse comme il le fait, qu'il puisse aller dans ce cadre-là et qu'il pose les problèmes réellement et que des solutions soient trouvées. C'est pour ça que je dis qu'il a peut-être d'autres objectifs derrière ces sorties médiatiques. Merci, Gaspard Diamansi, Achille-Oussou. Après les démocrates, les principales centrales et confédérations syndicales rencontrent le renouveau. Sujet abordé, audit du fichier électoral. Bon, oui, mais je suis surpris de la démarche donc des centrales et confédérations syndicales parce que je ne sais pas si c'est réellement leur préoccupation ou leur mission. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent si tant à la chose. Parce que je crois que si nous devons remonter à l'origine donc de cette activité, il s'agit d'une demande d'un des partis politiques, donc le Parti Les Démocrates, qui voulait se rassurer donc de l'efficacité ou comment vous appelez, comment je peux dire, qui voulait s'assurer que le fichier est au service de tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, que aujourd'hui cela se déplace vers les centrales confédérations syndicales, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qu'elles veulent.
je ne sais pas quel est leur rôle, quel rôle ils jouent dans tout ça. Je crois que nous l'avons dit ici et à maintes reprises, que le fichier électoral étant un instrument technique, il faut peut-être pour l'Union, qu'elle se raconte, pour le parti Les Démocrates, commettre des experts en la matière, puisque le président de la République a fait la promesse donc de mettre les moyens à la disposition donc de ceux qui seront appelés à faire le travail. Je crois qu'il faut aller, c'est plutôt là qu'on devrait peut-être prendre le président au mot. Mais on a déjà aussi regretté ici la balade ou la promenade donc des responsables de partis, les démocrates au siège donc de certains partis politiques pour demander leur soutien. Donc, je crois qu'on doit rester dans la même posture pour constater que, en fait, le parti Les Démocrates n'est pas donc dans la dynamique donc de l'audit de ce fichier électoral. C'est peut-être ils utilisent qu'on appelle cette requête-là pour atteindre d'autres objectifs. Sinon, je n'arrive pas à comprendre quel est l'objectif, quelle est la démarche, quelle est l'initiative par rapport aux centrales et confédérations syndicales. Les centrales et confédérations syndicales à l'UP Le Renouveau, pour parler de l'audit du fichier électoral. Est-ce que ces centrales s'écartent de leur mission? Non, c'est les citoyens qui sont dans ces centrales-là et par conséquent, ils peuvent être préoccupés par une situation au niveau national. Et donc, moi, je crois qu'il faut repartir d'abord à la première rencontre entre les centrales syndicales et les démocrates. Je crois que c'est sur l'initiative des démocrates qu'il y a eu une rencontre, non seulement avec les centrales syndicales, mais avec beaucoup d'autres organisations de la société civile. Et ce que j'avais cru comprendre au sortir de cette rencontre-là, c'est que les démocrates ont pu obtenir le soutien des organisations de la société civile, dont les centrales et confédérations syndicales, dans leur recherche de l'audit du fichier électoral. Et donc, cette deuxième rencontre-là, moi, je ne sais pas si ce sont les centrales qui sont demandeurs de la séance ou c'est l'UP, le Renouveau, qui a cherché à rencontrer ces centrales syndicales. Ce qui est sûr dans ce combat d'audit de la liste électorale ou pas, je crois que les partis cherchent des soutiens, puisque lors de la rencontre de l'UP Le Renouveau avec les centrales syndicales et les organisations de la société civile, on avait noté justement l'absence de l'UP Le Renouveau, du Bloc républicain, du parti de Ayadji, de Mme Claudine Prudencio et autres. Et donc, je suppose que l'UP Le Renouveau cherche également à échanger, à récupérer ces centrales syndicales dans le sens que ils veulent. Et j'estime que c'est de bonne guerre, quitte aux centrales syndicales de savoir ne pas se faire manipuler par l'un ou l'autre des camps en présence. Ce qui est essentiel, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent, je parle bien entendu des partis politiques, dans le sens de s'accorder sur la liste électorale qui nous permettra d'aller aux prochaines élections générales. Merci à vous, Mas-Gaspard Diamansi. Nous allons poursuivre ce numéro de notre émission, les grandes contradictions pour le dernier numéro, pour le compte de cette année 2024. Je reste toujours avec vous, Mas-Gaspard Diamansi. Les habitants des quartiers d'Abou, Kikodi, Dedopo, Kwankwan, Midobo, Adogleta, Khulakome et Agbato doivent, selon un communiqué du ministre Didier Tonato, du cadre de vie, donc impérativement libérer toutes les formes d'occupation de la berge lagunaire à Cotonou. C'est des quartiers de papa. Hein. C'est des quartiers de papa. Oui, tout à fait. Pour quelqu'un qui connaît à quoi papa, vous avez du mal à prononcer. Ah, je n'avais pas compris. Ah, mais ça, c'est... Non, vous savez, c'est les... Je suis pas insécure. Je suis pas insécure à quoi. On dit pam, on dit oui, allez-y, vous avez la parole. C'est des sujets de préoccupation, ces genres de sujets, parce que quand on dit qu'on veut déguerpir tout un quartier ou bien des quartiers entiers, je crois que ça fait toujours un pincement au cœur, surtout qu'il y a un ultimatum le 6 janvier. Moi, je me pose la question de savoir, le 6 janvier, là, ceux qui ne vont pas déguerpir, là, quel sera leur sort? Est-ce que nous allons assister à la démolition de leur habitat et autres parts, tel qu'on a l'habitude de le constater avec les engins
roulants et autres, là, qu'est-ce qui va réellement se passer? Parce que moi, quand vous analysez la situation, c'est vrai qu'il faut des aménagements et qu'il faut des infrastructures, mais il est de la responsabilité, n'est-ce pas, de nos États et de nos gouvernants de faire en sorte que les plans d'urbanisation et autres plans soient établis avant que les populations ne commencent pas à occuper les lieux. Dans le cas de notre pays, on laisse d'abord les populations s'installer là où elles ne doivent pas s'installer, et c'est après qu'on vient pour les déguerpir. Je crois il faut qu'on change de paradigme par rapport à ces situations-là, parce que ce n'est pas de bon cœur qu'on peut voir les populations se retrouver du jour au lendemain sans habitation, se retrouver du jour au lendemain dans la rue avec les bagages, se retrouver du jour au lendemain avec les économies envolées, parce que généralement, on va vous dire, oui, comment vous appelez ça, que c'est des sinistrés, qu'il y a du dédommagement, mais vous allez constater que ce n'est jamais un juste dédommagement. Là où peut-être vous avez dépensé 20 millions, l'État ne vous dédommagera qu'à une certaine hauteur que je ne peux pas qualifier ici. Donc je dis, il faut faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise. C'est vrai que c'est des quartiers insalubres, ça c'est de réputation internationale, que c'est des quartiers sales, insalubres, inhabitables. Mais il faut trouver la formule, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas vraiment... les gens. Voilà, pour que ce ne soit pas avec un pincement au cœur qu'on assiste à ces genres de situations. Achille Ocho, la rupture travaille pour nous. Oui, mais il va falloir que... Il faut que nous ayons le courage de nous dire que il faut que cela arrive un jour et que cela arrive tôt. On peut être gêné, mais je crois que si nous prenons du recul, on devrait quand même aussi comprendre, parce que cela arrivera tôt ou tard. Que ce soit talent ou que ce soit une autre... Cela arrivera tôt ou tard. C'est comme les déguerpissements des abords des voies. Ça arrive surtout Alors, les régimes. oui, mais il y a des régimes qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et c'est cela que je voudrais que nous reconnaissions au président de la République ou à ses ministres cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? D'abord, les Belges, nous devons savoir que c'est des lieux inhabitables. C'est des zones réservées. C'est d'abord ça. Alors, les occupations anarchiques, il faut reconnaître que effectivement, les responsables, les autorités, à un moment donné, ont laissé les gens s'installer. Parce que si on avait tapé du poing sur la table un peu plus tôt, je crois que les gens comprendraient et ils vont peut-être, ils n'iront pas s'installer sur ces lieux-là. Alors, je voudrais dire que si c'est des occupations anarchiques, les populations elles-mêmes devraient savoir que cela, un de ces jours, on viendrait les casser. Mais si, entre-temps, la mairie avait autorisé l'occupation, ou c'est la mairie elle-même qui est allée installer les populations dans ces endroits-là, aujourd'hui, moi, je pense que la Cour des domaines, je crois qu'il y a une Cour des domaines aujourd'hui, la Cour des domaines devrait se pencher sur ces cas-là et que les gens devraient être, qu'on appelle, dédommagés à la juste valeur, à la hauteur donc des dépenses qu'ils sont effectuées sur ces lieux-là. Donc, mais je crois que c'est important qu'on arrive quand même à montrer aux gens qu'il y a des zones inhabitables. Oui, Gaspard a parlé tout à l'heure donc des plans d'urbanisation. C'est important. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je mets qu'on appelle les autorités ou la mairie de Cotonou devant donc ses responsabilités. Si entre-temps, les populations pouvaient justifier avec tous les papiers nécessaires que c'est la mairie elle-même qui était allée les installer là, il va falloir que l'État revoie donc sa politique de déguerpissement. Alors, mais il faut que nous acceptions que on dégage ces lieux-là. Maintenant, il ne faut, pour que cela ne soit pas demain trop tard ou assez vieux. Donc, je crois que peut-être le délai qui a été donné, bon, peut-être par rapport à cela, on peut opiner, mais sur le fait qu'il faut dégager les gens des Belges, je crois qu'on devrait s'accorder et peut-être dire que désormais, les mairies doivent faire les choses comme cela se doit. Ce n'est pas à Cotonou seul que le problème se pose. Le problème se pose partout. Partout. Il y a des zones qui ne devaient pas être habitées. Il y a des lits, des eaux dans nos communes qui sont occupées par les populations. Ils ont construit en dur. On ne sait pas qui les a installés là.
Est-ce que c'est les géomètres? Parce que ici, voilà encore ce désordre-là. Les mairies qui sont les maîtres d'ouvrage ne sont pas celles qui vont installer les gens. C'est les géomètres qui sont, comment on les appelle, qui ont été les géomètres ou les cabinets de géomètres qui ont été commis pour faire le travail, qui vont encore installer les gens sur le terrain. Voilà ce désordre-là qui nous amène là aujourd'hui. Mais il faut qu'on arrive donc à mettre fin à cette pagaille-là. Je crois que c'est important. C'est définitivement terminé, mais le baromètre de la semaine qui monte chez vous? Bon. Le Niger monte? Non, le Niger descend totalement. Oui. Et qui monte? Qui monte, bon, j'ai fait l'exercice, mais je n'en ai pas encore trouvé. D'accord. Mas Gaspard Diamansi, qui monte chez vous? Qui monte, ce n'est pas de mes habitudes de parler comme ça, mais la situation des sinistrés de la berge Est, ça me préoccupe. Je les fais monter parce qu'ils me font pitié. Voilà. Et qui descend? Non, bien entendu. Le putschiste de Niamey. Voilà, merci beaucoup les gars. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, le dernier d'ailleurs pour le compte de l'année 2024. Que Dieu nous prenne longue vie pour qu'on se retrouve l'année prochaine, le vendredi prochain ici. Inch'Allah. Voilà, merci. Et merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Et on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour le compte du premier numéro, pour l'émission. Voilà. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamansi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.